Boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aqui Bonjour participando. à tous ceux qui participent ici avec nous sur le Zoom et aussi ceux qui sont sur Facebook, par YouTube. Je m'appelle Ariane, je fais partie de la ONG Internet sans frontières et c'est notre dernier débat thématique des cycles de débat citoyenneté hybride dans le cycle post-pandémie. Je voudrais remercier Bella, Lotto et Caio. Je vais les présenter un peu pour qu'on puisse commencer et ouvrir la parole aux deux. Bella Lotto est fondatrice de l'association Maison de l'informatique plus responsable qui a le but de sensibiliser le public aux impacts environnementaux de la technologie numérique. Partenaire du Conseil Information, fait des traînements en technologie numérique plus responsable, auteur du guide de numérique responsable. Elle participe à beaucoup d'événements. Ancienne musicienne, Caio, qui est avec nous, est directeur de projet de recherche de IPREC et associé de l'Institut INVEC pour la durabilité, maître en gestion de l'environnement et chercheur de division environnementale du groupe de recherche environnement technologique, génie et développement de software de la FPE. Bonjour à tous, bonsoir Bella, bonjour Caio. C'est vraiment très intéressant de vous avoir ici. Merci de votre temps, de vos temps. La question, ce sont les impacts de la technologie sur l'environnement. Je voudrais juste faire un petit commentaire pour faire un peu de moi, pour parler un peu de moi. Je suis journaliste, je travaille avec des mouvements sociaux, surtout. Donc, j'ai une très bonne notion des difficultés que nous avons avec la technologie et comment est difficile d'arriver à un débat sur les impacts de la technologie sur l'ambiance. Parce qu'on est très ciblé sur la discussion de l'inclusion, on laisse tomber un peu. La composition de notre table aujourd'hui est intéressante d'avoir les deux perspectives à cause de la position économique de la France, l'inclusion numérique, une grande partie de la population connectée. Ça va nous aider à faire un débat sur l'impact sur l'environnement. Caio, il est brésilien, il est très proche des difficultés que nous avons ici. Nous subissons un impact de l'environnement, des technologies sur l'environnement, tout en considérant les entreprises professionnelles avec des technologies, avec des impacts. Et dans les sièges ou même dans les autres. Il y a toute une logistique dans le territoire brésilien. On n'a pas beaucoup la contrepartie de la technologie. On a juste l'impact environnemental. Donc, je voudrais passer la parole à Belle. On a décidé de faire 20 minutes pour chacun à ces premiers moments. Et alors, vous pouvez être à l'aise. Je vais vous laisser, Belle, à l'aise. Vous pouvez parler comme vous voulez. Et après votre exposition, je commente un peu. Je passe à Caio. On va parler un peu de l'événement de demain. Cet événement est un événement de l'Internet sans frontières avec l'ambassade de France au Brésil et l'Alliance française de Belo Horizonte par l'Institut français et l'Association Amis de l'Internet. C'est vraiment un grand plaisir d'avoir cet espace d'échange entre le Brésil et la France, de réalités si différentes pour discuter un thème si important. Magnifique. Je me permets Bonsoir à tous et à toutes. Je suis absolument ravie de participer à cet échange-là. Et puis, c'est la première fois que je vais partager et discuter avec nos amis du Brésil. Donc, je suis absolument ravie. C'est un thème extrêmement important à mes yeux, bien entendu. Et je vais faire une petite présentation avec un support que je vais partager tout de suite. Alors, je vais effectivement passer très... Vous voyez mon écran, c'est bon? Attendez, je vais le mettre en plein écran. Désolé, c'est un peu... Il y a une Oui, petite on le voit, latence. on le voit. Ouais, il y a une petite latence pour le plein écran. Donc, attendez, hop. Voilà, je pense que ça devrait aller. La personne dont je n'ai plus le prénom en tête, qui vient de me présenter, a très bien fait les choses, donc j'ai pas besoin de revenir sur ce sujet-là. Moi, je suis tout
tout à fait ravie de parler après une très très longue journée, je vous avoue, où j'ai parlé que de ça aussi, bien sûr, puisque c'est mon sujet. Juste pour préciser pourquoi j'adore discuter de cette thématique, c'est tout simplement parce que ça fait une dizaine d'années, pratiquement jour pour jour, que je m'intéresse à ce sujet-là. J'ai eu une sorte de révélation quelque part, on peut dire ça comme ça. J'ai eu une sorte de révélation il y a pratiquement une année, donc jour pour jour, en voyant un documentaire qui m'a montré qu'il y avait un rapport, une relation très étroite entre l'environnement et le numérique, ou entre numérique et environnement. Et j'étais très 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 loin d'imaginer ça dans ma tête. J'aimais particulièrement la technologie. J'étais à cette époque-là déjà formatrice, puisque c'est mon sujet actuellement, c'est mon rôle actuellement, mais pendant très longtemps, j'ai été ingénieure du son et musicienne, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, et du coup, la technologie m'a quand même beaucoup occupée dans ma vie. Et j'étais très très ravie de toujours m'équiper toujours plus et toujours mieux, entre guillemets en tout cas, en matière de logiciels, de machines, etc., qui étaient très prometteuses de toujours faire du mieux. Alors après, j'en suis revenue. Maintenant, je réfléchis complètement autrement. Et depuis donc 10 ans, je suis sur cette question. Alors j'espère que je ne parle pas trop vite pour notre interprète qui a la gentillesse de... Non, ça va, ce rythme-là, mais n'accélérez pas trop. D'accord, je ne vais pas accélérer. C'est vrai que parfois je parle un petit peu trop vite. Alors pour démarrer, je voulais juste préciser deux, trois petites choses et donner quelques ordres d'idées, ordres de grandeur chiffrés. Ça peut aider. Après, on ne va pas rester sur les chiffres, on va surtout rester sur le sens des choses. Donc effectivement, ce que je voulais préciser, c'était que on est devant un volume énorme d'équipements et la moyenne, par exemple, d'équipements par utilisateur, elle est à peu près de 8 équipements par utilisateur en moyenne mondiale. Alors, la France, par exemple, se situe entre 11 et 13, mais donc on est, nous, au-dessus de la moyenne mondiale, mais sachant que dans certains pays, il y a 1, voire 0 appareil ou machine, on peut imaginer qu'on peut se dire, analyser que cette moyenne est très, très, très élevée pour une moyenne mondiale. D'autre part, on a une explosion des données, hein, donc en zettabytes, en zetaoctets, on peut voir qu'en 2025, on prévoit une datasphère qui puisse peser 175 zetaoctets, ce qui est absolument énorme. Autre chose, par exemple, c'est intéressant de se dire que nous sommes il y a la moitié de la population qui est désormais connectée à Internet, sachant que si mes souvenirs sont bons, on a à peu près 7 milliards et demi de personnes sur Terre, quasiment la moitié, un peu plus de la moitié est connectée à Internet. Donc ça fait beaucoup de monde sur les machines. Et puis une croissance mondiale du numérique, hein, qui est évaluée selon certains experts français entre 2010 et 2025, qui serait amené à quintupler. Donc notre univers numérique ne cesse d'augmenter et c'est bien le problème, c'est bien ce qui peut éventuellement nous inquiéter. En tout cas, c'est mon cas et je pense que ça c'est certainement le vôtre. Alors, ce qui est important de dire, c'est que je vais revenir souvent sur la notion de cycle de vie et sur les étapes de cycle de vie. Ce qui est important, c'est de vraiment toujours raisonner, avoir une vue systémique et de considérer les 3 étapes du cycle de vie. Alors nous, on a tendance, quand on parle de numérique plus responsable en France, on a tendance à simplifier un tout petit peu le cycle de vie juste quand on en parle, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas calculer et on ne va pas prendre en compte les impacts environnementaux de la distribution, par exemple, ou d'autres intermédiaires dans ce cadre du cycle de vie. Donc on va considérer, imaginons dans nos têtes que nous avons 3 étapes principales: l'extraction-fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Voilà, ce sont des étapes majeures, et notamment cet impact d'extraction-fabrication qui est fortement impactant, puisque c'est là que vont se cristalliser la plupart des impacts environnementaux. Je parlerai en détail des différents impacts environnementaux et surtout des indicateurs que nous pouvons prendre pour mieux raisonner. Vous avez comment dire, cette slide est issue les informations de cette slide sont issues d'une nouvelle étude qui est parue cette semaine concernant les impacts environnementaux en Europe. Donc elle est toute récente et elle ne fait que confirmer une chose, c'est donc le
super impact entre guillemets de l'extraction-fabrication, et elle confirme également que la plupart des impacts vont se concentrer au niveau des terminaux, qu'ils soient, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, en tout cas des terminaux utilisateurs. Donc ça, c'est extrêmement important, ce qui veut dire principalement que finalement, si on devait déjà se faire une première conclusion, ce serait qu'on a tout intérêt à allonger la durée de vie de nos matériels, chose que je scanderai souvent pendant cette petite présentation. Ce qui est important aussi, au-delà de voir d'avoir une vue systémique et d'avoir une vue globale en termes de cycle de vie, donc comme un être humain qui naît, qui vit et qui meurt, un objet numérique va naître, un jour il est créé, il est fabriqué, ensuite il va être utilisé malheureusement très très peu de temps, et ensuite il va être jeté très très rapidement. Donc en fait c'est un petit peu fabriqué pour la décharge, en quelque sorte, si on veut aller un peu vite, mais quelque part, c'est malheureusement ce constat, c'est-à-dire que finalement, à peine fabriqué, on va effectivement l'utiliser très peu et ensuite on va l'exporter souvent illégalement. D'ailleurs, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc nous, ce qu'on va retenir au-delà d'un certain nombre d'indicateurs environnementaux, bien entendu, il y en a beaucoup plus que ce que j'ai indiqué ici, il y en a une bonne quinzaine, voire plus. On va retenir très souvent dans les rapports qu'on est amené à lire et analyser, on va retenir 4 essentiels, ceux qui sont l'épuisement des ressources abiotiques, donc les ressources non renouvelables, et notamment dans le numérique, ce qui va nous concerner le plus, c'est les ressources dites métalliques. On va ensuite avoir une question sur un indicateur de réchauffement global, global warming, ou encore le dérèglement climatique qui va s'exprimer en équivalent CO2, donc les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre. On va prendre en compte bien évidemment le bilan énergétique primaire, c'est-à-dire l'énergie nécessaire à fabriquer de l'électricité. Alors comme chacun sait, ou peut-être, nous en France, on a un mix énergétique un peu spécifique, puisqu'on est à majorité, alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est pas, je ne sais pas, enfin c'est pas le débat ici par rapport au nucléaire. En tout cas, c'est un sujet extrêmement grave, mais on a un mix énergétique qui est de l'ordre de 70 à 75% à base d'énergie nucléaire, ce qui fait qu'on va avoir une empreinte carbone assez basse. On va avoir plein d'autres problèmes, bien entendu, mais on va avoir une empreinte carbone assez basse. Et puis, tension sur l'eau douce, ça c'est un vrai sujet. On ne fait pas souvent le rapport entre le numérique et l'eau dont on a besoin pour extraire les matériaux, et l'eau, par exemple, dont on a besoin pour certains usages, notamment data center, et l'eau dont on a besoin en fin de vie, etc., etc. Donc, quelque part, on a 4 indicateurs qui sont absolument fondamentaux, qui sont partiellement, enfin, qui représentent partiellement cette empreinte environnementale, mais qui sont vraiment majeurs. Et puis, bien d'autres indicateurs, notamment l'acidification des océans, par exemple, la perte de la biodiversité. Mais peut-être que Caio aura l'occasion d'en parler. Je ne sais pas tout à fait quel est le périmètre de l'intervention suivante. Mais grosso modo, ce sont des indicateurs qui sont très, très importants d'avoir à l'esprit pour pouvoir mieux comprendre les enjeux du numérique et d'un numérique éventuellement plus responsable. Pour vous donner une petite idée sur l'impact des services numériques par habitant au niveau de l'Union européenne, par exemple, on va avoir, donc là, c'est pour un Européen, c'est pour un Européen à chaque fois. Donc, les impacts du changement climatique, par exemple, vont être, on peut le comparer à un aller-retour d'un passager en avion entre Paris et Athènes, par exemple. On va avoir en utilisation de ressources, minéraux, matériaux, etc., et métaux, pardon. Alors, des chiffres très précis, c'est pas la peine de les retenir, c'est simplement que on va avoir vraiment un impact en termes de ressources métalliques. On peut dire même qu'on est sous perfusion métallique, comme dirait Guillaume Pitron, qui a écrit beaucoup sur ces sujets-là. Donc, on va avoir 0,69 kg d'étain en termes de rareté, 110 kg de matériaux déplacés, etc. C'est-à-dire vraiment de la matière, et c'est dans ce sens-là aussi qu'on sait et qu'il faut bien garder en tête que le numérique n'est absolument pas quelque chose d'immatériel, c'est quelque chose de particulièrement matériel. Il faut penser à cette matérialité qui est absolument crucial, puisqu'en fait, on a par exemple en français, je ne sais pas comment on dit en brésilien en tout cas, mais en français, par exemple, on utilise très souvent le mot dématérialisation ou dématérialiser, qui est en fait une erreur totale, puisqu'on devrait dire matérialiser autrement. Si on transforme l'atome en octet en numérisant, on matérialise autrement, mais on ne dématérialise pas. C'est-à-dire ça ne disparaît pas comme enchantement, et c'est pas quelque chose d'éthéré.
Voilà, certaines terminologies nous font penser que c'est quelque chose d'éthéré et qu'on plane un petit peu à 100 000 dans les cieux, notamment la terminologie, par exemple, du cloud, hein, que nous, on utilise très souvent, enfin, on utilise le terme anglais pour parler du cloud et de tout ce qui se trouve dans nos hébergements respectifs. Voilà. Et puis la dernière consommation d'électricité, enfin, qui peut être comparée à effectivement un radiateur alimenté sans interruption pendant 23 jours. Ça, c'est notre impact quotidien. Et là, ce qui est intéressant, c'est au-delà des indicateurs donc, que j'ai pu un petit peu vous indiquer rapidement, il y a une interdépendance très très forte entre tous ces indicateurs-là. Et alors, j'ai mis les émissions de gaz à effet de serre un petit peu à part parce que c'est un peu la star du sujet. On a tendance, malheureusement, à parler un petit peu trop des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est bien d'en parler, bien entendu, puisque le réchauffement climatique, il est devant nous. Enfin, on est au premier balcon, on est complètement même dedans. C'est même pas qu'on est en train d'observer, c'est qu'on est vraiment dedans. Mais c'est un peu la star du sujet dans le sens où on a l'impression qu'il n'y a que ça qui existe. Et malheureusement, tous les autres indicateurs, notamment l'épuisement des ressources naturelles que j'évoquais en ressources abiotiques, et tous les autres types de pollution, que ce soit l'air, l'eau, les sols, la perte de la biodiversité, la problématique des substances toxiques qui se déversent partout, les déchets qu'on va effectivement générer. Faut savoir par exemple qu'on va générer l'équivalent pour un salarié chaque année, on va générer quelque chose entre 12 et 15 grammes de futurs déchets dans notre pratique numérique de tous les jours. Donc ça, c'est colossal. Et le problème des déchets, on le verra un petit peu plus tard, c'est qu'effectivement, nous, on a la fort mauvaise idée de ne pas trop les garder chez nous et on va les exporter très souvent illégalement. Et ça, c'est certainement un sujet que vous connaissez au Brésil, j'imagine. Autre problématique aussi que je souhaite indiquer pour le moment, on y reviendra peut-être aussi, c'est la question qui dépasse un petit peu la question environnementale, c'est aussi l'impact sanitaire et l'impact surtout humain, puisqu'en fait maintenant, contrairement à ce que je faisais les dernières années où je parlais essentiellement d'impact environnemental, je ne peux pas désormais et décemment ne pas parler des impacts humains qui sont absolument cruciales, et j'imagine qu'on va en parler lors de cette soirée, puisqu'effectivement, là, je vais évoquer tout simplement la question des salaires indécents, la question du droit du travail qui est complètement bafoué, la question des conflits, bien évidemment, et je ferai volontiers allusion à la RDC, par exemple, la République démocratique du Congo, où la question, alors pour parler des minerais de sang, des conflits et des minerais de conflit, et puis en droit du travail, salaire indécent et autres, je ferai allusion à l'esclavagisme finalement bien organisé des usines d'assemblage, et je peux donner l'exemple de Foxconn, notamment en Chine ou dans d'autres types d'industries de ce type-là, Foxconn étant la plus grande industrie électronique, enfin entreprise électronique au monde, qui je pense a quelque chose comme 900 collaborateurs, comme on dirait en col blanc, 900 salariés, 900 travailleurs, 900 000 pardon, travailleurs, et effectivement beaucoup d'esclaves. Et là, j'ose dire le terme. Alors, on a un problème vraiment donc de perfusion métallique pour le numérique, puisqu'il faut savoir que, par exemple, dans un smartphone, on peut compter une cinquantaine de métaux, grosso modo, en tout cas d'éléments de la table de Mendeleïev, une cinquantaine, et or plastique, céramique, verre, etc. Et ces cinquantaines de métaux sont très problématiques pour beaucoup, notamment une vingtaine d'entre eux qui vont être très souvent recyclables qu'à hauteur de 1%. Je crois que j'ai une slide sur cette question-là, justement, pour bien comprendre la problématique de ce que représente le smartphone, qui cristallise la plupart des problématiques. Et là, vous avez une carte qui montre effectivement les matières premières critiques qui sont énoncées par l'Union européenne, notamment tous les 2 ans. Et là, ça compte une vingtaine, 20 à 25 éléments qui posent des problèmes. Et là, on voit par exemple très précisément, alors le niobium au Brésil, mais on voit notamment toute une liste d'éléments très critiques qui sont effectivement exploités en Chine et par la Chine. Et puis, on voit d'autres pays, bien évidemment, qui sont concernés par ces questions-là.
La question de l'extractivisme, effectivement, c'est une vraie question. Alors, je ne veux pas développer trop longtemps, mais c'est vrai qu'en termes d'extractivisme qui recouvre en fait une façon de s'approprier la nature et le travail d'un pays, les ressources d'un pays et le travail de travailleurs du pays en général par des entreprises, des multinationales, des entreprises transnationales, et qui ne payent pas finalement le prix de ces ressources extraites. Et on peut retenir deux choses très importantes, hein, la dette écologique colossale, puisqu'en fait, ça peut devenir une dette en quelque sorte éco-historique. C'est vraiment une dette sociale, une dette environnementale et une dette climatique. Et puis, on va assister donc à un triple pillage de ressources naturelles, de ressources humaines et puis aussi les ressources financières, puisque souvent, les pays en question qui sont victimes finalement de ce type d'extractivisme ne gagnent pas leur vie proportionnellement. Donc les trois pillages en question vont se renforcer. Donc on va assister avec cette extraction minière, on va assister à plein d'effets, des déforestations évidemment du terrain, des pertes de surface agricole, la disparition de biodiversité, la tension sur l'eau évidemment, on va détourner des cours d'eau, on va les polluer, on va assécher les nappes phréatiques. Bien sûr, on va parler aussi de consommation énergétique, qui est souvent très disproportionnée par rapport aux besoins des populations locales. Bien évidemment, il y a émission de gaz à effet de serre. L'utilisation de produits chimiques à n'en plus pouvoir, et puis effectivement, il y a un impact donc sur les exploitations locales, des écosystèmes locaux. Donc, vraiment des choses qu'on aura beaucoup de mal ou beaucoup de difficultés à dépolluer, voire totalement, pollution totalement impossible. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'extraction minière et je ne voudrais pas trop m'appesantir là-dessus, malheureusement, même si c'est un sujet extrêmement important, parce que c'est vrai que nous, dans le numérique, si on n'a pas de métaux, on n'a pas de numérique. Donc, en fait, c'est un peu, il faut imaginer qu'on est des espèces de drogués, en quelque sorte, avec deux seringues, l'une qui correspondrait à une seringue pleine d'électricité, une seringue énergétique, hein, donc on a besoin du jus, on a besoin d'électricité, et puis une autre seringue qui serait vraiment les métaux, et donc on a vraiment ces deux substances qui sont complètement liées d'ailleurs, puisque ça en fait, il y a une espèce de duo infernal entre les métaux et l'énergie, puisqu'on est amené à, comment dirais-je, à creuser de plus en plus profond pour pouvoir obtenir les métaux qu'on souhaite avoir. Donc il y a énormément de contraintes, on extrait des quantités absolument incroyables, beaucoup plus, nettement supérieures au niveau actuel d'ici 2050. On peut s'imaginer des choses absolument colossales. Et en conclusion sur cette question d'extraction minière, ce qu'on peut dire aussi, c'est que vraiment, c'est ce que je disais au tout début, l'indicateur gaz à effet de serre n'est absolument pas suffisant pour qualifier et l'extraction minière, mais aussi tout ce que l'on souhaiterait dire sur le numérique en termes d'enjeux humains, sociaux et environnementaux. Donc c'est là aussi que j'aime bien insister là-dessus, sur la question, alors c'est ce que j'appelle loin des yeux, loin du cœur, je ne sais plus comment on dit en anglais, out of sight, out of mind, voilà, qui est effectivement cette idée que pour les pays, notamment les pays occidentaux, les pays comme la France, on est bien content apparemment de pouvoir exporter tous nos déchets. Par exemple, par exemple l'image que vous voyez, la troisième image que vous voyez, c'est donc au Ghana, dans l'ancien lieu-dit à Bokblochi, qui vient d'être démantelé là depuis quelques semaines, et qui, il y a certains travailleurs qui reviennent déjà, et qui était le plus grand dépotoir électronique au monde, et qui était à l'époque le plus grand rendez-vous des oiseaux migrateurs, et qui était devenu la plus grande poubelle de déchets électroniques dans le monde. Donc ça, effectivement, ce sont par exemple la plupart du temps des déchets que nous exportons nous illégalement, et je vous montrerai d'ailleurs une carte qui indique l'exportation illégale dans le monde en fonction des pays. Excusez-moi, j'enlève juste une alerte sur mon téléphone pour ne pas vous déranger. Pardon.
Et puis, ce qu'on peut dire aussi, et c'est ce que j'ai un tout petit peu évoqué très rapidement tout à l'heure, c'est que notre société, notre économie dépendent de la technologie. Et si on veut que ce soit alors durable, on est déjà très très mal parti pour que ça le soit, mais si on veut que ça soit soutenable aussi, ne serait-ce que humainement parlant, il faut totalement revoir notre copie, complètement reconsidérer notre rapport avec l'électronique. Et c'est pas que uniquement une question environnementale, justement. On peut faire un maximum d'efforts, on peut faire le mieux possible, mais si on continue à supporter que des gens travaillent pour notre compte dans des conditions aussi terribles, on ira nulle part. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui est vraiment indécent au plus haut point à l'heure actuelle. C'est totalement mortifère. C'est vraiment le numérique implique finalement des vies totalement brisées en amont et en aval. Et puis, ben, on en profite un petit peu au milieu. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement à revoir. Et je crois que dans tous nos efforts, tous nos discours, voilà, tout ce qu'on souhaite dire, il faudrait qu'il y ait toujours cet accent qui soit mis sur cette question humaine. Sinon, on va strictement nulle part. Un petit élément, j'espère que je ne suis pas trop longue, un tout petit élément peut-être sur la partie recyclage ou la recyclabilité. C'est-à-dire que là, vous avez en face de vous un smartphone éclaté qui a été fait superbement bien par Systext, qui est d'ailleurs une association qui est issue d'Ingénieurs sans frontières, que vous devez certainement connaître, qui fait des choses absolument admirables, et qui a fait donc le travail d'imaginer, de reconstruire un smartphone générique. Et là, en fait, la seule chose que j'ai rajoutée sur cette magnifique infographie, où vous voyez vraiment un certain nombre d'éléments de la table de Mendeleïev, donc tableau périodique des éléments, tout ce que j'ai entouré n'est recyclable qu'à hauteur de 1%. Ce qui veut dire qu'en fait, alors tout le reste est recyclable, mais à des hauteurs très, très diverses, hein, 20, 30, 40%, ça dépend. Le cuivre, par exemple, est nettement plus recyclable que le reste, mais tout ce qui est entouré, donc que ce soit en bleu ou en noir, n'est recyclable qu'à hauteur de 1%. Ce qui est absolument, mais rien du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire presque que le numérique n'est pas recyclable quelque part, même si évidemment il faut faire quelque chose au maximum. Et ce qui est entouré en bleu, ce sont les fameuses terres rares, ce qu'on appelle donc les rare earths en anglais, les lanthanides plus deux éléments, yttrium et scandium, qui sont pas tout à fait de la même famille, mais qui font partie des terres rares. Donc grosso modo, en fait, dans notre smartphone, pour résumer, on a une cinquantaine d'éléments, dont la moitié ou un peu moins de la moitié est quasiment peu recyclable, enfin très peu, voire pas, ce qui est un vrai souci. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent non pas sur le recyclable, mais sur la collecte, et la collecte correcte, et pas l'exportation illégale, et puis le réemploi du matériel. Donc je pense que j'ai presque fini. J'espère que vous n'êtes pas trop impatient. J'ai presque fini. Je voulais juste en remettre une petite couche, si je peux dire comme ça, sur la question de l'exportation illégale que j'évoquais tout à l'heure, à savoir, là, vous voyez, par exemple, le petit parcours que peut avoir un matériel qui serait, par exemple, jeté à Hambourg, en Allemagne, et qui va suivre tout un parcours très, très complexe. On a fait une infographie par rapport à ça, justement, et dont on avait fait une exposition il n'y a pas très longtemps. Quand je dis on, c'était avec mon association, et on s'était rendu compte qu'il y avait 16 étapes très, très, très complexes pour passer de Hambourg et pour retrouver finalement l'appareil. Un appareil au Ghana, donc, que je citais tout à l'heure. Donc, pour terminer, pour le moment en tout cas, j'ai juste mis une carte qui indique donc les pays en vert sont ceux qui jettent en fait les déchets électroniques ailleurs, et les autres pays, donc vous voyez le Brésil, sont des pays, alors le Brésil, le Nigeria, le Ghana, la Chine qui avait fermé ses portes, mais il y a quand même des trous dans la raquette, l'Inde bien sûr, certains pays d'Asie du Sud-Est, l'Égypte et l'Europe centrale accueillent, en tout cas, accueillent, c'est un terme plutôt sympathique, j'oublie pas le Mexique évidemment, sont devenus nos poubelles, en tout cas électroniques, dans le sens où effectivement on déverse, on envoie nos déchets électroniques à hauteur de 60-65%, ce qui est complètement aberrant. Donc,
pour le Brésil, par exemple, j'ai pu faire une petite recherche il y a quelques jours où j'ai vu qu'effectivement, ils disposaient 1,5 million de tonnes d'e-déchets, dont 3% faisaient l'objet d'une collecte adéquate. Mais je suis peut-être la moins bien placée pour parler du Brésil, mais en tout cas, je me suis intéressée à ça parce que je me suis dit, bon, voilà, quelle est la problématique? Effectivement, c'est le Brésil est le leader dans la production de déchets électroniques en Amérique latine. Après, c'est un fort grand pays, donc voilà. En tout cas, je serais très très heureuse d'en savoir plus puisque je m'intéresse de très très près à la question de ces déchets électroniques exportés illégalement. Voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps, j'ai envie de dire. Et je voudrais juste qu'on puisse retenir une seule chose peut-être de ma courte et rapide présentation. C'est ce qu'on devrait retenir, c'est effectivement allonger vraiment la durée de vie du matériel et utiliser moins de matériel plus longtemps. En fait, c'est ça qui serait déjà un premier pas vers un numérique plus responsable, sachant que vous avez vu qu'il y avait des problèmes absolument majeurs, humains, environnementaux à tout point de vue, à tout niveau, différents types de pollution, bien au-delà des gaz à effet de serre dont on parle souvent. Et surtout, le problème majeur, peut-être je termine là-dessus vraiment promis, c'est cette question aussi de criticité des métaux et certains experts auxquels je fais confiance en tout cas auraient tendance à dire qu'on a à peu près pour 1 à 2 générations de certains métaux pour le numérique. Voilà. Donc il faut peut-être trouver d'autres choses, il faut peut-être avoir d'autres idées, être un petit peu plus intelligent et surtout être beaucoup plus solidaire et fraternel. Voilà. Voilà pour mon petit tour. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je vais départager mon petit écran. Voilà. Gisela, muito obrigada pelas contribuições. Merci beaucoup des contributions. Je vous en prie. Je voudrais soulever exactement la partie que vous parlez de dématérialisation, c'est un faux terme. Je crois que c'est une discussion très importante, surtout quand on analyse le contexte brésilien, parce que le langage que nous utilisons pour parler, elle révèle cette question idéologique même, de masquer les impacts environnementaux dans le but de transformer ces produits et ces services plus rentables et vendre une image de verre pour les services qui ont un impact encore pire des processus qui n'étaient pas numériques. Et ces masques, elle est plus facile de faire où il y a un scénario politique économique qui va défavoriser la réglementation, la surveillance et je voudrais établir ces points-là pour commencer. Je voudrais appeler Caio à contribuer. Merci beaucoup. Je voudrais remercier les contributions de Bella parce que ça joue un peu avec ce que je voudrais montrer ici. Cette base sur tout ce contexte matériel de la chimie. Alors, je voudrais cibler un peu plus sur le contexte du Sud. On parle de relations de ces impacts au Brésil et dans d'autres pays du Sud global. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directeur de projet dans un institut qui travaille avec l'incidence de politiques de réglementation de technologie très tournée vers l'apport de plus de sensibilité, plus de voix, de choses plus profondes pour les personnes dans les villes. Caio, oi. Você pode colocar um fone de ouvido, talvez? Acho que o som está um pouquinho baixo. Tá melhor. Está um pouquinho melhor, mas se você tiver à disposição algum fone, acho que ajuda a gente. Je lui ai demandé de mettre un casque. J'ai oublié de faire cela avant. Pardon. C'est parce qu'on a fait un test de son. Ça va, tá. Ok. Ok, Caio, obrigada.
Donc, le débat qui est intéressant de faire ici, l'année dernière, pour raconter un peu d'histoire, j'étais à la tête de quelques initiatives à propos des données sur la pandémie, en aidant le gouvernement à soulever des indicateurs d'économie et de santé pour comprendre ce qui s'est passé. Une chose qu'on a vue de loin dans le contexte brésilien, non, de près, pardon, c'était une confrontation entre les dystopies et les utopies dans les villes. Quelque chose était posé comme inévitable et on a vu aussi des résistances et des contrepoints à ces modèles qui étaient imposés par rapport aux impacts de la technologie. Je vous apporte ici un peu le débat sur, et pour contribuer avec ce que Bella nous a dit, un des points mystiques, c'est que l'Internet, les données, ce sont un objet éther qui n'a pas d'impact environnemental. Mais la plupart des structures que nous avons aujourd'hui dans le monde, elle est physique. Nous avons des câbles Internet coupés par des requins, par exemple. À Recife, où j'habite, on est la capitale de requins. Et donc, l'Internet, elle est un objet physique qui demande du matériel. La technologie est là, ce poids-là. Et parfois, dans les débats, le débat, c'est dans un niveau de religiosité mystique qui est complètement déconnecté des impacts réels. Je crois que cela, Bella nous a aussi montré. Ici, je vous montre un peu la carte de connexion des câbles sous-marins qui parle un peu des distributions d'opportunités, de l'accès aux technologies et du contrôle aussi de ce moyen de communication. Une des choses, quand on m'a invité, on a commencé à discuter sur cela. Quel est le poids du numérique par rapport au physique? On a de grandes études aujourd'hui, de grandes matières, mais une grande partie sont influencées par les producteurs de ces technologies. Donc, on a très peu de débats indépendants sur ce qui se passe lorsque ces technologies vont gagner, vont grandir en échelle, lorsque plus de gens auront plus d'accès et des opportunités réelles, parce que l'impact de l'empreinte d'un citoyen brésilien n'est pas la même d'une empreinte d'un citoyen américain, états-unien. Et aujourd'hui, on a cette empreinte carbone de 4% avec ces technologies, mais la pandémie, elle apporte le besoin d'inclusion. Alors, tandis qu'on voyait ces lieux, les personnes qui n'étaient pas dans la transformation numérique, qui ne sont pas dans cette révolution, elles sont dehors du marché, de la société. Ce qu'on a vu dans une grande partie des pays, on n'a pas vu cela. Au Brésil même, on a vu un contexte d'une grande partie de la population qui dépendait de l'aide du gouvernement pendant la pandémie. Ils avaient besoin de cet argent et ils avaient besoin d'être inclus numériquement pour avoir accès à l'argent. Et quand même, l'accessibilité à la communication n'est pas quelque chose de très diffusé dans un pays comme le Brésil. Pour ne pas étendre beaucoup, parce que moi et Belle, on a pris les mêmes données des mêmes sources. Aujourd'hui, nous avons l'impact du cloud qui a un poids, même si les fabricants de cloud et des serveurs de cloud, même s'ils parlent des avantages de migrer au cloud, on a encore cette réglementation très débutante. Au Brésil, on a une autorité nationale de préservation de données, une loi LGPD qui est inspirée d'un règlement européen, des règlements de plateforme de données, qui va beaucoup parler de comment les personnes se relationnent avec cette technologie, quel est le rapport des personnes avec cette technologie. Et on n'a pas encore dans cet espace de réglementation une surveillance à propos de comment ces sociétés vont générer et quel impact et quel serait le réel impact et l'empreinte environnementale générée. On a un grand lobby auprès des organismes de régulation et une grande pression aux utilisateurs aussi pour créer une migration au cloud. Mais la matrice énergétique dans un pays comme le Brésil, elle est très polluante et elle est issue de carburants fossiles. Donc, dans ce contexte d'inégalité très grand,
dans le monde à cause de la pandémie, dans le monde post-pandémie, on a eu une réduction d'opportunités à plusieurs couches de la population. Le secteur de la technologie a grandi dans une échelle inimaginable. Les 5 plus grandes entreprises de technologie ont grandi dans ces rythmes-là, contrairement aux distributions d'opportunités. On a vu que la transformation numérique, on va voir que ce n'est pas tout le monde qui va transformer son affaire comme en influenceur, même s'il y a tous ces récits de l'entreprise du marché numérique. On a vu au Brésil une grande partie de la structure de santé, d'éducation et d'accueil des personnes en situation de misère complètement collapsée. Même et nous avons vu même des villes avec des actions contre le pauvre et le misérable. Et l'inégalité, elle a beaucoup grandi dans ce rythme. Aujourd'hui, vous avez le CEO des entreprises de top 350 avec 351 fois plus de rémunération qu'un travailleur moyen. On n'a jamais vu si clairement, tout comme la peste noire en Europe, on n'a jamais vu si clairement combien de temps on dédie à ces technologies, à ces marchés qui n'ont pas toutes ces opportunités. Dans ces récits presque mystiques de télécharger une application et participer d'un tour de négociation, par exemple. Dans ce contexte, entre le Nord et le Sud, on a vu une augmentation de la pauvreté dans les pays en Amérique latine, aux Caraïbes, en Afrique, pendant que les big tech ont beaucoup grandi. L'augmentation des big tech a été énorme. Et on a eu les milliardaires dans cette compétition. J'ai même apporté ces dessins-là pour jouer un peu avec de l'argent public et de ressources, de cet enrichissement, de cette captation de ce moment de la pandémie. Il y a un débat éthique du modèle économique qu'on va permettre. C'est quelque chose que je voudrais parler ici parce que la logique anthropocentrique du marché financier aujourd'hui versus la nécessité de penser à un modèle centré sur l'écographie, la récupération de la nature, l'épuisement de ressources que Bell a beaucoup cité aussi. Et on a vu cet épuisement du marché des semi-conducteurs, plusieurs secteurs comme la production de voitures et de senseurs et un cadre, comme Bell nous a dit, qui ne va pas améliorer à court terme. On connaît le manque de ce ressources. Pendant que quelques pays étaient inquiets d'avoir les composants des automobiles en retard et les personnes qui seront dans la file pour avoir une voiture électrique, il y avait des pays qui passaient de situations beaucoup plus de base. Ici, à Recife, nous avons le port numérique, un des plus grands secteurs. C'est le deuxième secteur dans ma ville, générateur de recettes. C'est un pôle de référence national et global. On a une croissance pendant la pandémie de plus de 21% de 2020 à 2021. Les entreprises ont absurdement grandi et parfois on est mené par ce récit que cette croissance est incroyable et qu'il va offrir beaucoup d'opportunités à beaucoup de monde, mais pendant qu'on a une augmentation de la pauvreté extrême. Et les personnes qui sont dehors du marché du travail ou qui vont travailler dans l'esclavage presque de façon précaire. On a aussi la question de apagão, en portugais on dit les temps, un phénomène en anglais qui s'appelle The Great Resignation, qui la pandémie elle a réveillé chez certaines personnes une quête de propositions. Donc aux États-Unis, pendant 6 mois, 700 000 personnes ont quitté leur boulot pour travailler dans d'autres ou pour chercher d'autres occupations pour une question de plaisir personnel, pour avoir plus de temps avec la famille. On a vu pendant ce temps-là une possibilité de voir d'autres modèles de relation avec le travail, des personnes qui pourraient travailler moins, rester à la maison, reconnaître l'effort d'être en famille et d'avoir d'autres obligations
Et donc, ce manque de place des technologies d'informatique, il montre cette incapacité de replacer et de garder ces personnes. Sinon, si on ne trouve pas de façon d'avoir un travail de façon plus légère, avec une vue plus humaine sur ces travailleurs et toute une série d'autres facteurs. Quelques initiatives qui ont surgi dans ce contexte, de rendre possible l'inclusion d'autres personnes, de former d'autres personnes. J'ai apporté d'autres exemples, mais ici, dans le port de Recife, il y a eu de processus d'insertion de personnes trans, des personnes périphériques. Maintenant, nous avons un projet pour former 2000 personnes des écoles publiques pour travailler dans le marché. Il y a toute une série d'alternatives qu'on voit qui offrent la possibilité aux personnes d'avoir une insertion dans ce marché. Et au Brésil, avec l'aide du gouvernement pendant la pandémie, on a une augmentation de la demande de quelques technologies de base, surtout le mobile, le téléphone mobile. Il y a une bancarisation. Les personnes ont dû s'atteler à une banque pour avoir accès à cet argent. On a eu aussi un lancement de l'Open Finance par la Banque centrale avec un transfert direct sur Internet, des transactions sur Internet avec des taux plus accessibles et rapides, beaucoup plus rapides. Et on a eu aussi une augmentation grande de la pauvreté et de la faim extrême, de la famine extrême, sans parler des impacts sur la santé et les politiques qui ont manqué dans le cadre de la pandémie, qui n'ont pas marché. D'autres impacts aussi que nous avons aussi dans notre contexte de technologie, encore sur les impacts physiques et humains du côté de l'environnement. On a une augmentation de l'exploration de zones protégées, une augmentation de la dévastation de réserves, menacer les populations indigènes, les populations minoritaires. Et cet impact, il vient de cette pression sur le numérique, comme Bella nous a dit. Il y a un fétiche par cette question de la crypto-monnaie, du crypto-actif. Et pour synthétiser, on a une capacité limitée des crypto-actifs qui existent parce qu'il y a un modèle théorique mathématique qui stipule combien de crypto-monnaies peuvent exister. Un service de grande capacité de processer des ordinateurs, surtout avec des plaques graphiques, avec des processements graphiques. On parle là des processeurs traditionnels. Ce n'est pas un CPU, c'est une GPU, c'est une unité graphique. C'est-à-dire plusieurs fabricants ont commencé déjà à restreindre dans la production de plaques de vidéo la minération de cryptoactifs à cause de cette pression. Et ces mine centers, ils ont une demande énergétique, une demande de minerais et des matériaux gigantesques. Donc, il y a une nouvelle course alors qui est la course des cryptoactifs. C'est un débat qui parfois, on a la possibilité de trouver des crypto-monnaies qui ne sont pas de génération d'énergie des carburants fossiles. Vous avez des alternatives de génération d'énergétique des matrices durables. Et il y a encore cette liaison très forte entre le poids des carburants fossiles, l'épuisement de ces carburants qui génèrent l'impact environnemental et qui ont aussi un impact sur le réchauffement global. 65% de la minération du monde, de l'activité minière dans le monde se passe en Chine. Une chose intéressante que je vous ai apportée ici, ce sont des études pour évaluer des alternatives et des stratégies pour diminuer un peu cela. J'essaie d'être un peu propositif ici pour ne pas dire que c'est pas tout très mal comme cela. Dans le contexte de la crypto-monnaie, on a déjà l'impact de génération et de consommation d'énergie qui équivaut à des divers pays. Une des questions qu'on m'a posées, c'est si
s'ils sont plus impactants que la génération de papier et d'autres matériaux qui ont un degré de physicalité. Avec le Bitcoin, ici, on ne considère pas d'autres monnaies, d'autres cryptoactifs. On s'aligne déjà à plusieurs segments, mais on a une dichotomie dans ce cas-là. Tandis que vous voulez escalader le centre d'activité minière des cryptoactifs, vous avez une diminution du retour de ces investissements à l'efficacité de cette quête, de cette activité minière, même pour la limitation de la quantité de cryptoactifs disponibles. De plus en plus, vous devez investir en plus de data centers, plus de processeurs et plus de technologies pour avoir moins de retour. Il y a le débat éthique des limites de cette technologie, les limites environnementales et physiques de ces technologies. Quelles sociétés sont disposées à payer pour cette quête d'une chose si éthérée? Le Bitcoin aujourd'hui dépasse déjà plusieurs pays avec son poids énergétique et environnemental. Ici, ce sont des données d'une étude de Cambridge indépendant. Ici, il y a quelques alternatives. Je crois beaucoup à des alternatives de bas impact et citoyennes, innovation verte qui est le concept qui va chercher un dialogue avec le secteur qui subissent les impacts pour quitter cette logique égocentrique de l'économie tournée vers l'investissement et penser un peu sur un modèle éco-financier. Nous avons ici Pernambouc, une personne qui parle de la logique écocentrique de l'économie, qui est un modèle qu'on n'est pas préparé pour imaginer. Juste pour faire un contrepoint ici, quelques data centers sont déjà migrés pour générer moins d'impact et générer moins de réchauffement. Microsoft, par exemple, utilise déjà quelques-uns sous-marins. Les impacts de ces trucs sous-marins sont très légers. Pour le moment, je ne peux pas me poser ici pour. Je n'ai pas de données systémiques, mais il y a déjà des alternatives. Et Greenpeace a commencé à suivre et créer des indicateurs pour une ambiance très ciblée sur la transparence de ces entreprises qui travaillent avec les data centers. Cette étude de Greenpeace de 2021 était tournée vers la Chine. Les critères qu'ils ont pu suivre, on a analysé l'énergie, efficacité et la matrice, renouvelable ou pas, tout comme l'influence du gouvernement. Donc, il y a déjà un mouvement global pour la migration de la matrice énergétique de ces centres de données de la computation en cloud pour travailler avec des sources renouvelables. Mais on a encore nécessité de cette pression de la population pour avoir une réglementation plus grande, une pression plus grande sur ces serveurs de cloud pour penser à mitiguer ces questions et générer des externalités positives. Ici, nous avons les 10 plus grands opérateurs. Et quelque chose que je vous ai apporté ici pour essayer d'animer un peu les esprits, des concepts que je crois qui peuvent être thèmes de prochaines années. Penser la stabilité dans le cycle de produits numériques, discuter la matrice énergétique, discuter la matière première, la durée de vie, qu'est-ce qu'on fait quand on jette, aussi le débat sur le recyclage ou pour reprofiter n'est pas très profond. Une grande partie du recyclable va retourner à la poubelle si on pense à la chaîne complète. Ici, par exemple, la résine écologique de végétale, au début de la pandémie, on a produit des face shields pour le professionnel de santé en utilisant des impressions avec le matériel écologique et biodégradable. Il y a d'autres projets aussi avec des matériels d'impact léger et d'autres projets de mise en capacité et inclusion dans les coopératives des secteurs qui sont exclus, comme les coopératives rurales
qui travaille avec la question durable. Ici, nous avons le Centre de technologie du MTST qui font de travaux très intéressants dans la période de la pandémie. Le MTST a créé un système d'embauche de travailleurs sans domicile fixe. Et il y a plusieurs tendances aussi d'usines de production qui vont apporter des alternatives aux matières qu'on utilise aujourd'hui. Vous avez la possibilité de bioimpression en utilisant des algues, qui est un processus que je trouve très intéressant parce que vous générez des externalités positives. Vous capturez le carbone, qui va fermer un peu plus le cycle de vie. Aujourd'hui, on a la possibilité de travailler avec les champignons, avec l'impression de béton pour des unités de bas revenus, pour régler les problèmes de l'habitation. Ce sont aussi des technologies qui s'universalisent et qui deviennent plus accessibles et qui manquent parfois des encouragements pour appliquer celui-là pour résoudre en échelle de la ville et en échelle de la société. Encore un projet très intéressant. Si on réfléchit sur le sujet de l'événement, là, ce projet qui s'appelle Pimp Ma Carrosse pour le ramasseur de papier, pour le recyclage dans une logique plus renversée et générer un revenu à ces ramasseurs de papier. Aujourd'hui, vous avez des initiatives comme l'école de programme du MTST pour mettre en capacité les personnes pour s'inclure dans le marché. C'est ce type de choses-là qui m'encouragent et qu'on essaye de faire dans notre institut. Ici, c'est un peu sur l'Institut IPREC. Ma contribution principale aujourd'hui, c'est avec le projet de sciences citoyennes pour surveiller la moustique Aedes, pour créer un réseau de scientifiques citoyens, générer des données. Aussi, on réalise toute une série de recherches et de travail d'incidence et une réglementation des technologies et ses impacts sur la vie des gens. C'est un peu de la contribution que je voudrais vous apporter ici, mais c'est beaucoup plus pour pouvoir débattre un peu, discuter un peu avec Ariane. Merci beaucoup. E Caio, obrigada. Merci, Caio. Merci des contributions, des atouts. Ce qui m'attire l'attention ici, c'est ce qu'on a discuté avant-hier sur l'éducation. Quand on a écouté ce que vous avez parlé de data centers, la question de l'énergie et des matrices énergétiques, j'ai pensé à un sujet qu'on traverse aujourd'hui. Je ne sais pas si Belle connaît, mais aujourd'hui, notre crise au Brésil, parce qu'il y a une crise à chaque jour ici, notre crise, c'est un hacker dans le système de santé unique sur les données de la vaccination. Et une chose importante qu'on pouvait avancer, c'était le pass sanitaire. Et tout d'un coup, les données disparaissent des serviteurs. Il y a un détail dans cette situation. Les serveurs, ils n'étaient pas nationaux. Ils étaient de l'Amazon, de WS. C'est là où on a perdu. Donc, quand on discute de la matrice énergétique qui alimente ces serviteurs et ces data centers, qui ont un impact important sur l'environnement. Comment on commence à discuter cela sans parler, dans le cas du Brésil, par exemple, sur l'autonomie nationale, sur la privatisation de ces technologies? Comment on va discuter l'impact environnemental sans discuter la privatisation de choses qui devraient être stratégiques dans le pays, comme par exemple les data centers qui abritent les données des systèmes publics d'information. Donc, on a cette crise, la perte des informations, mais en même temps, comment on pourrait faire la gestion énergétique si on n'a pas le choix? Lorsqu'on achète un service d'une société privée qui n'a pas son siège au Brésil, qui n'est pas soumise à la régulation brésilienne, au contraire, qui fait le lobby pour déréglementer leurs pratiques économiques dans le territoire brésilien. On discute beaucoup aussi la question de la logistique de l'Amazon spécifiquement, pas seulement d'Amazon, mais elle aussi qui a
a grandi pendant la pandémie, au Brésil aussi. Elle a énormément grandi. Et je voudrais vous apporter cette discussion. Et une des questions que je voudrais vous poser, c'est sur cela. Une différence que je trouve qui est très grande par rapport au Brésil et la France, qui est justement cela. On est dans une position beaucoup plus désavantageuse du point de vue stratégique pour gérer nos ressources quand on parle du numérique. Et à mon avis, à cause de la question du numérique être traité comme dématérialisation, tandis que en fait, la matérialisation, les personnes ne comprennent pas comment ça peut se passer, où est l'impact environnemental, comment on travaille avec cela. Et dans vos deux expositions, je voudrais soulever comment le conflit de l'environnement sont liés à la violation des droits de l'homme, qui a encore un impact qui est masqué. On peut voir une publicité très forte sur ces services numériques comme s'ils étaient la solution pour la démocratisation et l'inclusion de plusieurs choses. Quand on a discuté sur l'éducation avant-hier, on a discuté sur cette difficulté parce qu'au Brésil, on est en arrière par rapport à l'accès. Mais l'accès seulement, il ne suffit pas. On doit avancer sur la pédagogie numérique pour que les gens puissent s'approprier des outils et des plateformes. Je crois que ça a tout à voir avec la question de l'environnement parce que si les gens ne sont pas habilités à utiliser les services numériques, si ces services ne sont pas enraciné dans le quotidien, il est très difficile de faire un débat avec la population, de discuter l'impact de l'environnement. Je voudrais demander, je voudrais ouvrir à vos commentaires à partir de ce point que j'ai mis ici. Et je vais vous dire qu'un peu de temps va ouvrir aux questions. Je sais que Florence nous attend pour discuter avec nous. Ma question à vous deux, c'est comment vous voyez la question de la régulation, la différence des scénarios au Brésil et en France, et qu'est-ce que vous considérez comme une entrave pour assurer les droits environnementaux à la population? Je vais essayer de répondre dans le contexte brésilien. Parlant comme un scientifique de données, on peut avoir même toutes les bases des études de statistiques et même si on se place d'une certaine manière, on est vu comme communiste. Mais je crois que certaines technologies, elles sont travesties d'un fétichisme presque mystique. C'est une solution qui va fonctionner d'une façon magique. Et je dis cela pour penser à l'impact sur les villes. On a une précarisation dans le monde aujourd'hui par les applications de transport qui ne respectent pas les droits du travailleur, de la personne qui prête le service, ou comment vous voulez les appeler, tout comme la distribution de l'Amazon. Si la société, elle ne peut pas se positionner et trouver immoral que l'homme le plus riche du monde ne paye pas un salaire pour que les gens puissent survivre. On a des récits de personnes dans des entrepôts, des entreprises, dans des situations analogues à l'esclavage, qui ne gagnent pas le suffisant pour habiter et manger. Et à la fois, on trouve incroyable de voir la distribution de drones par drone ou par câble n'aura pas de chauffeur, de conducteur. Et si on applique encore la logique économique, macroéconomique de comment ces services, ces projets fonctionnent, une bonne partie de ces projets va recevoir des encouragements publics, financements privés, et alors vous avez une application de transport qui ne se sont pas montrées encore faisables. Plusieurs applications n'ont pas encore trouvé le retour aux investisseurs, ne fonctionnent pas pour les villes parce que la voiture est un élément qui a une limite physique pour les villes. Donc, on transforme les villes dans des lieux pires, moins sains, plus agressifs, avec moins de possibilités distribuées. Mais comme solution technologique, on respecte et on fait un pas en arrière parce que le débat sur les impacts est toujours mené vers le écocentrisme fanatique. Donc, quand on critique, on ne nous écoute pas à cause de ces impacts réels. La pandémie nous a montré ces cases d'unicornes de succès ne se sont pas prouvées.
On a un moment très intéressant maintenant de faire un contrepoint et de chercher des alternatives moins impactantes qui vont entourer plus de personnes. Je vois qu'au Brésil, on a cette facilité. Le lobby aujourd'hui, il n'y a pas des organisations de la société civile avec la même ouverture et accès aux législatifs, exécutifs, etc. Tandis que les plus grands crimes environnementaux du pays sont sans responsabilisation de la part du gouvernement. C'est un peu le cadre qu'on a aujourd'hui dans la pandémie. Obrigada, Caio. Bela, você quer comentar? Fica à vontade. Bella, vous voulez commenter? Commenter, en tout cas, moi j'apprécie énormément ce que Caio a dit déjà dans le cadre de sa présentation. Ça m'a vraiment beaucoup intéressé. Et puis j'ai apprécié le commentaire juste récemment que je trouve absolument intéressant. Moi, je le rejoins complètement. Alors, je ne sais pas trop comment répondre à la question en fait qui est posée, Ariane, parce que c'est très très vaste. Et c'est vrai que mon champ est un peu plus limité, mais cependant, ce que je peux retenir, et c'est ce que je partage avec Caillou justement sur la partie, le côté magique, le côté religieux que le numérique nous inspire, enfin en tout cas inspire à la plupart de nos dirigeants et cette espèce de solutionnisme technologique évident, enfin, le numérique qui pourrait sauver absolument tout ce qui se passe. Dès qu'il y a un problème, on pense numérique et on ne pense pas à autre chose. Et donc ça, c'est ce côté magique, effectivement, cette incantation numérique est absolument permanente. Nous, on a eu en France une accélération du processus de numérisation globale avec cette histoire de Covid, d'épidémie, et qui moi, m'a affolée complètement dans le sens où, par exemple, quand j'ai vu combien d'entreprises, notamment Zoom, par exemple, qu'on utilise en ce moment, moi, ça me gêne beaucoup, par exemple, d'utiliser un outil comme ça. Ça me terrifie presque parce que, alors, je le fais volontiers quand je suis invitée, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, par exemple, que dans mon quotidien, je refuse. Et notamment professionnellement, j'essaie d'utiliser des outils qui sont peut-être un petit peu plus alternatifs. C'est pas du tout un reproche que je fais, évidemment. Et c'est simplement pour dire que à tel point que, au lieu de dire on fait une visioconférence, tout le monde dit maintenant on fait un Zoom. Et pour moi, c'est insupportable d'utiliser une marque pour parler, en fait. C'est comme si je disais je vais porter un vêtement, je donnerai la marque de mon vêtement au lieu de dire un pull vert ou un chandail, etc. Donc pour moi, c'est très insupportable. C'est comme par exemple quand on parle au lieu de dire téléphone, on dit iPhone, par exemple. Pour moi, ça, c'est pas possible, ce n'est pas entendable et je refuse ce genre de choses. Au départ, Ariane, tu disais que justement les mots avaient un vrai sens. Quand j'avais évoqué la notion de dématérialisation aussi, et que ça cachait le modèle qui est derrière, etc., qu'en tout cas, c'était symbolique d'un modèle. Et c'est vrai que, par exemple, comment dire, pour élargir un petit peu le sujet de ce que je venais de dire juste à l'instant, je m'efforce aussi de ne pas utiliser, par exemple, le mot vert, le mot green, le mot propre, le zéro quelque chose, par exemple zéro carbone, zéro truc, zéro machin. Pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Je ne veux pas non plus utiliser le mot vert pour technologie verte, énergie verte, etc. Je trouve que ça serait intéressant peut-être, nous qui sommes peut-être un peu plus résistants et peut-être un peu plus hérétiques au sens justement propre du terme, finalement, dans ce sens-là, en tout cas par rapport à cette religion numérique. Je pense que ça serait très important qu'on fasse tous très attention à tous les mots qu'on utilise et à défaut de pouvoir utiliser d'autres outils, en tout cas, essayer de privilégier toujours la terminologie générique au détriment donc des marques. Alors, je me suis un petit peu, pas égarée, mais en tout cas, j'ai un peu élargi le champ là-dessus. Mais ce qui m'a beaucoup inquiété lors de l'épidémie, en tout cas la partie confinement, etc., en France, c'est qu'effectivement, on s'est retrouvé à finalement ne faire
que de la visioconférence, au niveau du loisir, qu'on était tous en train de streamer, on était tous devant notre écran, on était complètement dans un bocal. Et effectivement, quand je dis on, c'est ceux qui pouvaient le faire déjà. Il y en a certainement plein d'autres qui n'ont pas pu le faire, y compris parmi les personnes précaires en France. Il y a eu une grosse précarité aussi au niveau de l'éducation, puisque ça a engagé énormément de problématiques. Quand on a arrêté les écoles, par exemple, il y avait toutes les zones blanches en France, il y en a quand même quelques-unes. On a la chance d'être assez facilement connectés, mais il y avait quand même des régions en France qui étaient des zones blanches et qui ne pouvaient pas accéder à des connexions correctes. Donc, quand on a proposé aux enfants de faire des visios ou des cours à distance, un certain nombre d'enfants ont été complètement déscolarisés. Donc ça, c'est pour moi totalement scandaleux d'avoir laissé une situation comme ça. Enfin, ça, c'est peut-être voilà, c'est un débat en soi. Mais pour en revenir à la question un peu de souveraineté, c'est vrai que moi, c'est pas trop mon domaine, mais, euh, mais je suis quand même assez effarée de toutes les décisions qui sont prises au niveau de nos gouvernements, enfin, en tout cas le nôtre, même s'ils essaient de faire, si vous voulez, beaucoup d'efforts en parlant de sobriété numérique. Alors là aussi, c'est un terme, moi, bon, on pourra en discuter pendant longtemps, mais beaucoup d'efforts dans une feuille de route gouvernementale, etc. Par ailleurs, on donne toutes les subventions et tous les fonds sont largement investis très très simplement et très facilement dans des solutions quand elles sont numériques et pas pour d'autres initiatives qui pourraient être extrêmement intéressantes. Donc en fait, on privilégie incroyablement le numérique par défaut, sans avoir réfléchi une seule seconde, et on met énormément d'espoir dans tout ce qui peut être green by IT, IT for green, tech for good, etc. Et moi, j'ai toujours pas compris ce que c'était, puisque déjà, on peut pas mesurer vraiment, et en plus, il me semble que c'est pas forcément la bonne direction. Donc, je suis pas sûre d'avoir répondu à ta question, ou en tout cas d'avoir rebondi correctement, mais j'avais en fait envie aussi de préciser ces choses-là. En termes de souveraineté globale, et notamment par rapport à des données nationales, etc., c'est moi mon domaine, donc je marcherai plus sur des œufs. Donc, d'un point de vue rigoureux, voilà, je ne pourrais pas dire beaucoup de choses là-dessus, quoi. J'aime beaucoup l'expression qui a été donnée, enfin, cette balance. J'ai vraiment envie de reprendre ça et de m'y intéresser de près. L'égocentrisme et l'écocentrisme, j'adore ça. Ça m'intéresse beaucoup et ça me fait penser à vraiment énormément de choses. Donc, merci, rien que pour ça, je suis très contente d'avoir écouté tout ça. Je vais faire un tout petit parenthèse là parce que juste avant la conférence, on discutait si je pourrais utiliser écocentrisme ou pas parce que ça n'existait pas. C'est mieux, c'est vraiment très bien que vous ayez compris. Ouais, c'est génial. Na política também, legislativo. Comme journaliste, c'est un thème que j'accompagne beaucoup. Ce sujet, il m'intéresse beaucoup. Caio, il m'a donné des bonnes réponses et tout ce qu'il a dit aussi a été très intéressant aussi. Je voudrais ouvrir l'espace à des questions, les personnes qui nous accompagnent sur notre téléconférence pour parler un peu de la question du Zoom. Je suis absolument d'accord avec vous sur le Zoom. Le choix de la plateforme, c'est qu'on a trouvé à cause de la traduction simultanée. Parce qu'on a la pratique de l'Internet sans frontières de ne pas utiliser le Zoom. Mais à cette question spécifique, on n'a pas trouvé une plateforme avec la solution de la traduction simultanée. Je souffre beaucoup avec ce type d'événement parce que c'est toujours quelque chose de très mal fait pour faciliter ces conversations dans le numérique, surtout pour la transmission en live. La question de l'accessibilité, on n'arrive pas à avoir ce type de ressources pour faire streaming, même si on est obligé d'utiliser les réseaux sociaux, les médias sociaux pour atteindre quelques publics, mais on a encore cette difficulté. La solution qu'on a trouvée, c'est celle-là, mais dans notre quotidien, on évite ce type de plateforme exactement à cause de cette vision critique. Je voudrais inviter Flo d'Internet sans frontières aussi, qui est là avec nous, qui s'est inscrit pour discuter avec nous. Bienvenue, Flo. Oui. Sim, te ouvindo.
Donc, comme je suis dans les coulisses, je ne savais pas si la transmission irait marcher. J'ai deux questions. Je vais faire une en portugais et une autre en français. D'abord en portugais. Après, je vais parler parce que je veux parler en portugais parce qu'il y a la question du Brésil. Je crois que je vais avoir un tout petit écho dans l'ordinateur. Et là, elle a commenté. Agora seu áudio ficou muito difícil de ouvir, tá muito baixinho. Você tá ouvindo bem a gente? Flor, só um minutinho. Tudo certo aí na cabine? Flor, a gente não tá te ouvindo. Maintenant, oui. Et là, elle avait commenté que le Brésil faisait partie des pays où il y avait beaucoup de déchets numériques. Les principaux. On n'est pas surpris de cela parce qu'ils sont toujours le pays du sud global. Enfin, ça revient à une question générale. Cependant, aujourd'hui, jusqu'à ce moment, même tout en suivant un peu de près tout le mouvement environnemental, je n'ai jamais entendu parler de la question de déchets numériques. Et donc, je voudrais demander peut-être à Kai ou même à Ariane pour pouvoir réfléchir un peu comment on pourrait apporter cela à un ordre plus grand pour qu'on puisse avoir une sensibilisation et l'accès à ces informations aussi. C'est la première question. Eu vou tentar responder a primeira. Eu brinco que na minha vida passada. Je vais essayer de répondre la première. Je joue que je suis ingénieur d'environnement. Aujourd'hui, je ne travaille pas beaucoup avec cela, mais j'étais passionné de la quantité des traités et des engagements que le Brésil signait. On a un règlement international. Depuis 1972, le pays est engagé dans ces traités. On a les politiques d'aménagement du sol et des logistiques renversées aussi.
Je crois que le moment où nous vivons actuellement, plus que la sensibilisation, soit nécessaire de devenir le processus coûteux et une surveillance plus rigoureuse pour les entreprises qui produisent, distribuent et vendent ces produits. Parce que pendant que j'étais ces métaux, ces électroniques, pendant que cela n'est pas coûteux, comme le césium, nous avons eu un problème ici au Brésil déjà. On a eu Marianne avec le barrage, etc. Pendant que le permis d'environnement est facile, pendant que nous avons de villes, des États avec une révocation de licence d'environnement, je crois qu'il est très difficile d'arriver à une bonne partie de rejet d'environnement à cause de la production industrielle. Les poids des actions individuelles ne vont pas peser tant dans cette balance. Donc, je crois que nous avons déjà au Brésil et dans d'autres pays une certaine conscience. Ah, je voudrais jeter l'électronique à un point spécifique, mais jeter ne veut pas dire que cette chaîne va l'envoyer à une situation adéquate, à un traitement de déchets, etc., où il sera conditionné, où les métaux seront retirés, etc. Il est probable qu'il va finir dans une friche commune. Si on n'a pas cette surveillance dans la chaîne, ce retour de compliance internationale et conditions à d'autres financements, je crois que du côté environnement, sans pression internationale, on n'a pas comment changer ce scénario au Brésil. Je vais profiter aussi pour commenter, parce que Flo m'a dirigé aussi. J'apporte cette question de la souveraineté nationale à la discussion, même si ce n'est pas très digestible. La question de la sensibilisation des personnes est la sensation d'impuissance, parce que la plus grande partie de la population, elle a ce sentiment, nous ne connaissons pas notre destin. Mais Paul Banners, il a fait ses spéciales de comédie. Il a une petite musique qui dit, il paraît que le monde va finir, mais il a déjà fini. La sensation qu'on a, c'est comment on va lutter contre une chose comme le changement climatique, impact environnemental des technologies. Si on parle des impacts des entreprises qui ne sont pas brésiliennes, le gouvernement brésilien, le gouvernement actuel, on ne peut pas dire qu'il défend les intérêts de la population du Brésil actuellement. Et donc, je vais dans ce sens-là. On a vu des structures de surveillance d'environnement qui ont été démontées au Brésil. Même si notre législation, elle a beaucoup à améliorer, mais si nous ne pouvons pas assurer l'application de lois rapportées à l'environnement que nous avons déjà et qui peuvent nous protéger, on ne peut pas les assurer. Et ça c'est vraiment tout démonté, tout l'appareil technique de surveillance du pays. Donc, cela va impacter bien sûr la question de la technologie. À mon avis, en tant que journaliste et en tant que personne qui a déjà travaillé dans l'organisation de campagnes pour sensibiliser la population, une grande partie de comprendre ça, c'est montrer qu'il y a des solutions possibles. Et donc, je reviens à tout ce que Kai nous a dit aujourd'hui. L'autorégulation dans le secteur de la technologie, mais cette lutte institutionnelle, elle est importante pour avancer la législation et pour lutter que la législation actuelle soit appliquée, pour avoir une surveillance efficace et qu'on puisse montrer au public, retourner au public avec un horizon de réussite. Au Brésil, on a dans un moment de défaite, on a le poids de défaite sur le dos. C'est difficile de dire qu'on peut voir mieux, qu'on peut avoir une meilleure relation entre la technologie et l'environnement. Et on a encore une autre pression. Pendant qu'on est là en train de discuter l'impact de la fabrication et de l'utilisation des dispositifs sur l'environnement, la plus grande partie de la population vit dans la pauvreté extrême et veut cet accès. Donc, il faut voir, si on ne fait pas ce débat très bien, va apparaître qu'on ne va pas garantir l'accès pour ne pas impacter l'environnement. Le débat n'est pas celui-là. On veut l'accès et on veut la préservation de l'environnement. Et on veut garantir que la population ait le droit de l'inclusion numérique et en même temps, on veut garantir que la population et que le travailleur qui est concerné dans la production de ces dispositifs et dans la garantie de ces services
que cette population ait ces droits de l'homme, ces droits humains respectés. Je crois que je vais toucher toujours sur ce point. C'est une dispute, principalement quand on pense dans des campagnes. Si vous pouvez aller moins vite, là, ils sont trop vite là. Si vous voulez, je peux essayer de répondre donc à la question la question qui a été posée sur la partie est-ce que le numérique peut effectivement compenser ou en tout cas dans quelle proportion il pourrait compenser ou annuler l'impact du numérique lui-même. Enfin, c'était quelque chose autour de ça, si j'ai bien compris. En fait, ce qu'il faut peut-être avoir en tête, c'est toujours cette fameuse ce qu'on peut appeler une balance hein, avec deux plateaux. Un premier plateau qui serait le numérique lui-même avec son impact en soi, donc ce qu'on a un peu décrit tout à l'heure, et puis le deuxième plateau de la balance qui serait le numérique qui pourrait justement contribuer à un développement plus durable et qui pourrait venir à la rescousse de la planète finalement. Donc le numérique réparateur en quelque sorte, le numérique solution et le numérique réparateur. En fait, il y a quelques années le GESI qui est un groupe, enfin un consortium de grosses boîtes électroniques notamment, mais pas seulement, mais en grande partie, avait édité un rapport il y a quelques années déjà, avait édité un rapport en disant, en fait, je crois que c'était dans les fins des années 2000, il disait, voilà, le numérique, effectivement, émet 2% des gaz à effet de serre, c'était grosso modo autour de 2007, je crois. Mais par contre, ne nous inquiétons pas plus que ça. Finalement, il va pouvoir, en fait, on va pouvoir avec le numérique, résoudre les 98% qui restent en fait. Et finalement, quelque chose qui semblait tout à fait logique, qui était complètement absurde, parce que on s'aperçoit avec le temps que les solutions numériques qui sont justement qu'on voit, comme c'était évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire pour pouvoir comment dire mesurer, calculer, etc. Donc, notamment le dérèglement climatique, des tas de solutions de capteurs, par exemple, au profit de l'agriculture, des tas de choses par rapport à l'énergie, etc., sont des solutions. Puis alors, sans parler de toutes les solutions numériques pour la mobilité et autres. Donc, ce fameux Green by IT, finalement, ce vers qu'on arriverait à atteindre grâce au numérique, en fait, est peut-être intéressant à un certain niveau, mais le problème, c'est la mesure et quand on est rigoureux, et là, moi, je parle j'ai envie de dire presque sous le contrôle de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Françoise Berthoud du CNRS en France, du groupe Ecoinfo, et qui dit souvent, en fait, ce numérique bienfaiteur, on ne peut pas le calculer, ce truc-là. C'est-à-dire que ce bienfait, ce bénéfice éventuel est très difficilement calculable. On ne peut pas, si on est suffisamment sérieux, on ne peut pas le mesurer, en tout cas en l'état. Donc, ce qu'on commence, nous, à mesurer, c'est l'impact environnemental du numérique lui-même, sous réserve qu'effectivement, il y a tout un pan qui est en train d'être mesuré et dont l'évaluation est encore un petit peu incertaine, mais c'est un work in progress, en tout cas en France, c'est effectivement toute la partie service numérique. Autant on connaît déjà beaucoup de choses sur le hardware, autant au niveau des services numériques, avec tout ce que ça implique, hein, que ce soit en termes de cloud, de flux, etc., c'est beaucoup plus difficile de mesurer. Donc là, on a en France tout un programme qui était en cours, là, qui s'appelle NegaOctet, et qui favorise et qui va dans le sens de la mesure la plus proche. Mais on a toute une proportion de choses, tout un pan qui est effectivement pour l'instant difficile à mesurer. Et alors, a fortiori, les dites solutions Green by IT, qui sont quelque chose de finalement voilà, peu mesurable, en tout cas peu mesuré. Et là, il y a toute une flopée à l'heure actuelle de solutions, mais dans tous les sens, qui sont là pour rendre plus green ceci, pour plus green cela.
et qui, à mon avis, sont des espèces. Alors là, je serais peut-être un peu radical, hein, mais pour moi, ce sont des niches et des activités économiques qui sont tout à fait adaptées au système marchand dans lequel on vit, c'est-à-dire des entreprises qui veulent faire du profit sur une activité parce que c'est une niche et que c'est une opportunité. Donc, je pense que c'est effectivement, pour moi, quelque chose à voir de près parce que je pense que c'est un grand danger. Puis en plus, la problématique de la mesure aussi attire beaucoup de nouvelles entreprises. Alors, il y a je ne sais pas combien de calculateurs qui sortent tous les jours pour calculer l'empreinte CO2 de ceci ou de cela. Et je pense on est dans une espèce de... Autant la mesure est absolument nécessaire pour améliorer les choses, autant je pense qu'on est dans une folie de vouloir mesurer à tout prix. On va aussi oublier le sens des choses et la vraie profondeur de la discussion. Et je suis tout à fait intéressée par ce qu'a voulu souligner Ariane tout à l'heure, même si je ne suis pas tout à fait capable de rebondir intelligemment ou suffisamment intelligemment, mais je trouve que c'est un vrai sujet, ce qui a été soulevé juste précédemment. Donc pour résumer, hein, ces deux balances, elles sont très nettement... le plateau est tout en bas hein, pour l'impact environnemental du numérique et tout en haut pour l'impact positif parce qu'on ne sait pas encore actuellement le mesurer sérieusement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour répondre à cette question pour le moment. Obrigada, Bella. Eu queria aproveitar os minutinhos que a gente ainda tem para destacar mais um ponto da fala. Merci, Bella. Je voudrais relever encore un point de l'expression de vous deux. Belle, elle a parlé de la question de ne pas utiliser le terme vert, de rejeter cela. Je me rappelais aujourd'hui quand l'application iFood au Brésil, quand vous l'ouvrez, quand vous allez demander quelque chose à manger, je crois que l'Uber Eats, peut-être, il y a un message lorsque vous choisissez un livreur en moto tout seul qui va faire un parcours unique du restaurant chez vous pour un repas. C'est une logistique injustifiable. Il dit, nous avons déjà compensé l'empreinte de carbone et quelques feuilles de vertes avec un visage content. Pensez au marketing vert. Caio a beaucoup parlé de cela, de la question de la logistique, que ces applications, elles ne se soutiennent pas. Je voudrais donc expliquer beaucoup à mes amis, parce qu'en général, les personnes n'ont pas une compréhension du modèle financier de ces unicornes. Je ne sais même pas si je peux appeler l'Uber d'unicorne aujourd'hui. Mais la question, c'est que l'industrie de la disruption montre fois le secteur qu'elle impacte et elle impacte la vie des personnes de la pire manière possible et l'environnement aussi. Mais il montre un modèle d'affaires qui est basé sur une publicité. Le profit qu'ils ont, ils vont dépenser en marketing. Et la plus grande partie, c'est pour payer la personne pour étudier comment la petite feuille verte va intervenir sur le client. Donc, je crois que donc très intéressant cette réjection par rapport à ce langage. Je crois qu'il y a une perspective très intéressante parce que ma génération, j'ai 30 ans, 30 ou quelques. J'ai grandi dans une époque des campagnes de responsabilité individuelle. J'ai appris à ne pas chercher le sac dans le supermarché. Il y avait la canette aussi. Il y avait des programmes pour les enfants pour fermer le robinet, etc. Et aujourd'hui, dans ce moment qu'on est là sur les médias sociaux, une des choses qu'elles utilisent pour composer l'image auprès du public, c'est le marketing vert. On va voir l'entreprise qui va vous dire de fermer le robinet de la douche pendant que vous passez le savon sur le corps. C'est la même entreprise qui va vous vendre un téléphone mobile qui a dépensé des milliers de litres d'eau dans la production et qui sera obsolète dans 2 ans ou qui va tomber en panne avant cela. Donc, il y a une assurance numérique qui va violer votre publicité. Moi, je lui ai bois. demandé de parler un peu plus lentement parce que mais je voudrais juste relever cette question et demander quelles seraient vos opinions par rapport à cette publicité des entreprises. À mon avis, ça change un peu la cible de leur responsabilité individuelle, mais c'est mon avis.
parce que cela a été vraiment très dépensé auprès de la tête des personnes. Ça ne va pas différencier la position d'une société pour l'autre, mais qui surveille si c'est vrai que l'Uber a compensé l'empreinte de carbone? Comment ça fonctionne? On voit des initiatives de technologie complètement opaques, mais je peux donner mon avis qu'il n'est pas possible de compenser l'empreinte carbone d'une société qui a une logistique à ce niveau-là. Au-delà de l'impact humain, l'impact de l'environnement, indéniable. Comment on peut combattre ces discours du marketing vert? D'abord, il y a un professeur ici, Claude Cavalcanti, à Pernambouc. J'aime beaucoup son travail. Quand on va discuter des modèles économiques, on projette que la croissance est une chose excellente d'exportation dans le contexte du Brésil, par exemple. Si on va exporter des minerais de fer, des ressources qui vont impacter, c'est un indicateur très excellent. La projection qu'on fait de l'industrie est la projection de la croissance basée sur la consommation énergétique. Donc, si on réfléchit, plus ces industries polluent, il y a plus de demandes d'énergie polluante, on va toujours imaginer que l'économie va très bien, qu'elle est une merveille. La première critique du modèle qu'on utilise pour tracer le débat, qui est la logique que je crois qu'on devrait avoir un regard plus écocentrique ces ressources d'environnement. La capacité de régénération de l'environnement est limitée. On sait comment on va supprimer le droit de survivre, la génération d'une planète d'un équilibre. Je crois qu'il y a une logique un peu égoïste, mais on ne peut pas laisser ces entreprises de garder ce discours sans comptabilité, sans responsabilité. Il y a déjà quelques pays qui essaient de réglementer l'obsolescence planifiée. Donc, je crois que dans quelques secteurs, le consommateur, il va déjà se mettre contre. Je ne veux pas acheter une machine que je devrais changer l'année prochaine. Il y a des équipements que je puisse faire remplacer, que je puisse réparer. Je peux faire mes améliorations. J'ai besoin de m'approprier. Cette question de l'individualité, il y a encore une nuance de penser que si je suis propriétaire d'un objet d'une marque, j'ai le droit de m'approprier, d'étudier, de l'améliorer. Vous voyez beaucoup cela dans des communautés de logiciels libres, de communautés qui travaillent avec la manufacture addictive, avec des solutions plus distribuées. Le Royaume-Uni a essayé de réglementer l'obsolescence programmée. Les États-Unis ont une législation qui va éviter cela, mais nous n'avons pas beaucoup de mécanismes pour ce truc-là. Et d'un autre côté, on va permettre aussi, comme vous avez bien dit, cette question du marketing de magique, de une application de transport de personnes, par exemple. Ils vont appeler le collaborateur de partenaire, mais son objectif, c'est d'éliminer le partenaire. Ils veulent avoir un robot. Le point d'équilibre, pour eux, ça sera mieux quand il n'y aura plus de conducteurs. Cette grande masse de personnes va tomber dans la précarité, sera au chômage, mais il était un partenaire. Mais c'est un partenaire qu'on va le tromper, qui est jetable et qui peut exister misérablement. Il n'y a pas encore tant de contre ici. Il y a une publicité au Brésil qui dit que l'agro est populaire, que l'agro est incroyable, etc. Je fais des provocations. Ce que je pourrais rajouter, pardon. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'effectivement, la France, là, Caillou a évoqué la législation concernant l'obsolescence, ce qu'on appelle nous programmée ou planifiée, si vous voulez. En fait, la France était la première à avoir une loi qui punit l'obsolescence programmée, qui était la loi de 2015, la loi Hamon, et la loi de consommation d'Hamon, et qui a un article effectivement sur l'obsolescence dite programmée, et qui punit
effectivement une entreprise qui aurait effectivement, enfin, dont on pourrait prouver que la stratégie a été délibérée, etc. Donc ça, c'était effectivement important d'avoir ce genre d'arsenal juridique. On a effectivement, et puis ça a fait donc ça a été un modèle en quelque sorte pour d'autres nations. Moi, le problème qui peut se poser aussi par rapport à enfin, je réfléchis beaucoup en ce moment sur la question de la loi aussi, parce qu'en France, on vient d'avoir une loi qui s'appelle la loi REEN, R2EN, la loi pour la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Et je me suis dit, alors, en dehors du fait que cette loi, une fois qu'elle a été votée, elle a été réduite très fortement, elle a subi beaucoup d'amendements, elle a subi un régime minceur. Au départ, elle était assez ambitieuse, mais au-delà de ça, bon, elle a été donc votée quand même, et d'ailleurs, la partie obsolescence programmée a été revue un petit peu, mais au-delà de ça, moi, ça me fait quand même, c'est pas que ça me fait rigoler, mais ça me fait beaucoup réfléchir, parce que je me dis, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une loi pour réduire l'empreinte environnementale du numérique? Pourquoi pas une loi pour réduire l'empreinte environnementale tout court de tout? Et pourquoi une loi? Enfin, à partir du moment où, de toute façon, on a un système économique qui est destructeur, que peut faire la loi à partir du moment où il y a un système économique qui est ce qu'il est? Bon, déjà, je pense qu'il y a vraiment, pour moi, c'est ça le néolibéralisme, c'est quand vraiment la loi, finalement, elle, elle valide finalement tout ce qui peut se faire par ailleurs. Ça me fait penser aussi à un livre. Alors, je ne sais pas du tout s'il est traduit en anglais, mais en tout cas qui est formidable, que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui est d'Hélène Torchman et qui s'appelle La croissance verte contre la nature. Et effectivement, ça fait vraiment référence au marketing vert et à toutes les niches, toutes les activités économiques vertes, et c'est pour ça qu'ils brandissent vraiment cet adjectif, et qui est vraiment une nouvelle activité finalement. C'est comme si le capitalisme faisait peau neuve grâce au vert finalement. Et comme il avait épuisé peut-être un petit peu son système, eh ben, il a fallu peut-être se régénérer. Et grâce à cette nouvelle idée de vertitude, ce capitalisme peut renaître de ses cendres. Et je pense aussi que ce qui s'est passé dans le cadre de la pandémie, ou en tout cas de l'épidémie qu'on a vécue et qu'on continue à vivre, plus ou moins difficilement en fonction des pays, c'est évident. Je crois que ce qui a été montré aussi, c'est que le numérique pouvait aussi se nourrir très fortement de ce genre de drame, et pouvait justement être finalement la quintessence d'un capitalisme moderne absolument et mondial absolument virulent. Donc je pense que le virus le plus virulent, c'est pas le Covid, c'est, je pense, le système marchand dans lequel on vit. Enfin, j'ai envie de dire ça maintenant, parce que j'avoue que j'ai un peu moins de jus qu'au début de la journée, parce que ça commence à être un peu tard. Mais disons que je pense qu'on est effectivement complètement, enfin, il faut absolument pas être naïf par rapport à ça. Je pense que la sensibilisation, mais la sensibilisation un peu costaud auprès des populations, et notamment des jeunes populations, des jeunes générations, est absolument impérative pour arriver à leur faire comprendre que le verre qu'on leur vend, c'est pas possible, quoi. C'est pas entendable, c'est pas acceptable. Et ce marketing vert fait, je pense, des ravages. Alors nous, on a un exemple en France. Alors après, voilà, il y a ce qu'on appelle le greenwashing. Et on a en France, par exemple, un très très bon exemple actuellement, une publicité qui passe tout le temps, qui est d'une grosse boîte d'énergie française. Je la nomme pas ici, mais enfin, on s'en fout, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, elle a pignon sur rue. Et cette grosse boîte dit qu'elle est la seule, et qu'elle est le premier fournisseur d'énergie verte, alors qu'en fait, l'essentiel de ce qu'elle propose est une énergie suite à une compensation, et surtout suite à des certificats qui sont achetés, mais elle ne produit pas d'énergie verte, et en tout cas d'énergie qu'on devrait dire renouvelable. Et ça, c'est quelque chose qui est qu'elle vend sans arrêt. C'est une campagne massive, c'est de la
de l'intoxication, à mon avis. Ça devrait presque être interdit de dire ça, quoi. Et malheureusement, on tombe dans le panneau puisque ma propre mère a failli prendre un abonnement auprès de ce fournisseur, alors qu'en fait, c'est vraiment exactement ce qu'il ne faut pas faire. Bon, bref, je prends l'exemple de ma mère qui a 85 ans et qui peut tomber dans le panneau de ce genre de marketing stupide et qui est vraiment extrêmement mortifère. Donc, je pense qu'il faut une lutte acharnée contre le marketing vert, et je pense que vraiment, c'est une cause absolument impérative. Enfin, vraiment, moi, je suis persuadée qu'il faut dénoncer, dénoncer, dénoncer et sensibiliser les jeunes générations pour que, voilà, c'est toujours des trucs à l'envers. Un autre exemple, je terminerai là-dessus, un autre exemple, c'est une grosse boîte aussi de télécom en France. C'est pareil, je la nomme pas, mais on s'en fout, c'est pas grave, qui d'un côté va dire oh mais on fait des choses extraordinaires, on propose aux gens de venir ramener leur smartphone dans les agences de notre entreprise parce qu'on va du coup recycler les appareils, alors qu'en fait ils ne font que les collecter déjà, c'est quand même très différent entre la collecte et le recyclage. Il y a un long chemin à parcourir entre les deux. Du coup, ils disent déjà des mots qui ne sont pas OK, puisqu'ils parlent de recyclage. Et deuxièmement, parallèlement à ça, ils vont vendre de l'open bar, de la connexion illimitée avec la 5G pour les fêtes de Noël, etc. C'est-à-dire, amenez-nous vos petits smartphones, voilà, nous on va faire du bien à la planète, et puis par ailleurs, on vous propose de vous empiffrer avec des connexions 5G à n'en plus finir, sachant que juste au passage, nous, en France, nous n'avons eu aucun débat public autour de la 5G avant que ce soit déployé. Et on a vu à quelle vitesse ça a été déployé. Moi, j'ai participé à un débat hier soir là-dessus, et effectivement, c'est un truc de dingue. Donc, par exemple, y compris dans les démocraties qui se respectent un petit peu, entre guillemets, il ne peut ne pas y avoir du tout de débat de choix du citoyen par rapport à des grands modèles comme ça technologiques. Donc, c'est carrément scandaleux, il faut le dire. Je m'arrête là parce que je crois que je parle trop, et puis ça rajoutera peut-être pas grand-chose, mais je pense qu'on a un problème de système, tout simplement, de système économique, et c'est structurel, quoi, clairement. Acrescentou muito, Bela, obrigada. Non, vous avez beaucoup ajouté. Pour conclure aussi, je voudrais faire des commentaires pour clore. Cette question de marketing vert, en tant que communicateur, ça m'intéresse beaucoup parce qu'on nous demande de la part des personnes qui travaillent avec la communication, qui n'a pas d'autonomie de définir l'agenda. Ils nous demandent d'inclure ça dans le discours. D'un côté, il nous paraît une responsabilité sociale, et de l'autre, on sait qu'il n'est que le marketing. Comme l'Uber, quand il parle de marketing vert, c'est la même chose que l'industrie des cigarettes qui faisait la publicité sur la santé dans les années 50 pour dire que fumer était très intéressant. C'est contradictoire. Et en même temps, ce qu'ICAI nous apporte, je trouve fondamental. Pourquoi le PIB est la mesure de comment on est? Pourquoi cet indicateur de l'économie qui n'indique que la quantité de consommation est que notre paramètre, notre indicateur? Si on veut mettre dans des termes clairs, pire on va vivre, pire l'économie sera. Qui est ce qui se passe pendant la pandémie? Après la peur de l'année dernière, le marché des actions est merveilleux, les riches sont devenus encore plus riches, mais le monde est encore détruit et les pauvres sont devenus plus pauvres. Et les pauvres sont encore plus pauvres. Il est plus difficile de pouvoir discuter ça avec la population qui fait cet échange de droits de base. Je voudrais mettre un exemple ici parce que ça me... Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des food techs qui vont régler des problèmes qui n'existent pas. Elles créent des services que vous devez vous abonner, installer l'application et vous recevez chez vous de légumes et de feuilles vertes lait, ceux qui ne sont pas beaux pour aller au supermarché, qui n'ont pas une allure de bon goût, mais qui ont encore une qualité de consommation. Mais quelle est la question? Ils vont régler un problème qui n'existe pas. Ces légumes-là, ils n'étaient pas jetables.
Mais là, elle parle trop vite, j'ai perdu un peu. En même temps, vous créez un autre problème des applications de data center, des applications de livraison. Je crois qu'il est un drôle d'exemple parce que c'est un coup de marketing sensationnel. Si vous ne comprenez rien sur la chaîne de production, d'alimentation, vous allez penser que ce serait excellent de dépenser ces ressources technologiques pour acheter une pomme. Mais si vous comprenez un minimum, vous voyez que vous êtes trompé. C'est encore une de ces food tech, je ne me rappelle pas le nom. Et rien n'assure que la personne qui va nous délivrer la pomme LED sera le drone de l'Amazon. Je voudrais vous donner des minutes pour les considérations finales. On a commencé avec Bella, maintenant je suggère de commencer avec Caio pour clore. Je voudrais remercier beaucoup du débat. J'ai bien aimé le temps que nous avons passé ici. Pour Bella il fait déjà tard et sur Zoom encore. Je vais passer la parole à Caio. Je voudrais remercier et donner quelques messages. Je crois qu'on est là dans un moment. Ailton Krenak, un représentant indigène, elle dit que nous ne pouvons pas identifier la souffrance comme une opportunité d'apprentissage. Je crois qu'on n'a pas besoin de porter cette culpabilité chrétienne de vouloir glorifier une souffrance qu'on a eue avec une augmentation de l'inégalité, mais on a une opportunité quand même, une responsabilité de pouvoir créer des thèmes sur les alternatives. D'un côté aussi, si nous regardons les urgences dans le monde, des mouvements qui se passent, peut-être le modèle actuel soit le moins pire que celui qui était projeté dans un monde pré-pandémie. Donc maintenant, on a un peu plus d'expérience critique et d'alternatives sur la consommation de technologies, sensibilité et inégalité économique. Je crois que le prochain sujet de débat pourrait être mettre ces milliardaires dans une thérapie, dans une séance de psychanalyse pour qu'ils puissent comprendre qu'ils peuvent gagner moins et que la distribution d'opportunités ne va pas avoir de mauvais. Et les personnes, ils aimeraient voir des girafes, des éléphants dans d'autres générations. Pour les personnes qui ont déjà lu Philippe Legrand, des androïdes, tout androïdes vont rêver des moutons électriques. On n'a pas besoin de rêver des moutons électriques. Elles sont là encore. Les brebis sont là encore. Il faut le garder. Et dans des moments comme celui-là, ils sont très riches à ces échanges. Et il faut savoir qu'on est dans une bulle et qu'il y a ces alternatives, qu'il y a cette vision, qu'on est dans une bulle et qu'on a l'opportunité de prendre des positions critiques et contribuer pour que le débat soit un peu plus concret et réel. Je vous remercie encore une fois. Je vous passe la parole, Belle. Je voudrais m'excuser d'avoir parlé trop vite. J'espère que vous comprendrez. Je sais que le traducteur a un peu souffert. Bah, écoutez, que dire après ça, c'est un peu difficile, j'ai un petit peu moins d'élan, même si j'ai beaucoup apprécié aussi nos échanges. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à ça. Et moi, je garde en tête qu'effectivement, moi, j'ai envie de continuer mes actions dans mon coin, dans le sens où effectivement, je suis persuadée qu'il faut effectivement être un peu quelque part hérétique et qu'il faut effectivement être finalement quelque part résistant et puis ralentir et finalement se démunir un petit peu de tout l'attirail, donc de cet attirail numérique qui fait qu'on a moins de possibilités de respirer en fait. Donc, alors ça, moi, je parle de ma position de personne riche, j'ai envie de dire, ou en tout cas qui n'a pas de problème
de pauvreté, etc., donc de col blanc, donc c'est très facile à dire tout ça, mais voilà, j'ai la possibilité de réfléchir, de choisir, donc j'ai cette chance-là, mais du coup, ce que je fais et ce que j'aime beaucoup faire pour pouvoir justement prolonger ces débats-là, c'est de m'adresser, c'est ce qu'on fait avec notre association beaucoup, on s'adresse à des jeunes enfants qui ont entre 8 et 11 ans, et on essaie justement de les sensibiliser à toutes ces questions, y compris à interroger le système et y compris à interroger nos besoins. Et je pense que c'est assez essentiel de pouvoir prolonger ces débats aussi, que ce soit avec des adultes, bien entendu, mais aussi à voir ce que les enfants ont à nous dire en fait sur ces questions fondamentales dont ils ont un petit peu d'intuition quand même, parce qu'ils ne sont pas forcément si heureux non plus avec leurs différentes addictions et autres. Donc peut-être qu'ils ont des choses à nous dire aussi, à nous souffler dans les oreilles. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis j'espère que j'aurai l'occasion de prolonger des discussions, que ce soit par écrit ou oralement. Ça sera avec grand plaisir que je serai ravie de pouvoir continuer à réfléchir avec vous. Voilà. À bientôt, j'espère. Muito obrigada, Bela. Merci beaucoup, Bella. Je voudrais dire à Caio qui a cité le livre favori. J'ai perdu le nom du livre. J'espère vraiment qu'on n'arrive pas à arriver avec des brebis électriques. Je voudrais inviter à tous ceux qui nous écoutent. Demain, le 14, mardi, on va avoir des ateliers de sécurité numérique. Je serai là, animatrice, pour clore le programme de notre cycle de débat des citoyennetés hybrides. C'est ça, merci beaucoup. J'ai bien aimé nos échanges. Je voudrais remercier l'Alliance française aussi de notre partenariat qui a résulté à cet événement très beau et remercier tout particulièrement le traducteur de ce travail excellent que de me traduire quand je suis encouragé. Merci beaucoup à tous. Et comme ça, remercier à Flo, aussi à Florence, les personnes de l'Internet sans frontières, les techniciens, etc. Merci beaucoup. Je voudrais continuer cette discussion dans d'autres occasions. Merci Bella, merci Caio. Je vous embrasse. On va se voir dans l'atelier de sécurité numérique demain après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bye Au bye. revoir. Et merci pour la traduction.